Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ma série Lu pour vous, dans lequel je vous fais part de mes remarques quant à un document en 2 pages intitulé 15 Phases of DMake Roadmap, ou en bon français, les 15 phases de DMake, une feuille de route. Je suis Christian Baumann, ancien cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Au sommaire de cet épisode, le document et ses sources, les 15 phases en détail, les outils suggérés pour chaque phase et mon avis sur le document. Vous pouvez utiliser le chapitrage pour avancer ou revenir sur une section particulière de cette vidéo. Vous retrouverez dans la description de cette vidéo les liens vers mes autres vidéos abordant les concepts et outils dont il sera question dans cette revue. Ne sachant pas ce qu'il en est du copyright du document présenté, je ne vous proposerai pas de lien permettant de le télécharger. Vous pourrez néanmoins le retrouver sur internet très probablement. Ce document de 2 pages comporte une mention de copyright à Smart Growth Hacks, dont je n'ai pas trouvé beaucoup de traces sur Google. Ce document a été partagé sur LinkedIn par un profil LearnFast, qui partage énormément de publications de qualité assez variable. Une parenthèse ici pour remarquer que sur LinkedIn, la publication de livres blancs, de diapositives PowerPoint, de fichiers PDF en tout genre s'est multipliée ces derniers mois, et il semble que c'est une astuce pour mieux positionner les posts avec l'algorithme, puisque le temps passé sur le post en question influence positivement le ranking de la publication. Et cela pousse un certain nombre d'auteurs à multiplier les pages dans ce que l'on appelle un carrousel, en diluant le message avec énormément d'illustrations dans des documents qui, in fine, présentent moins d'intérêt que leur titre le laisse supposer. Le profil LearnFast qui publie le post avec ce document fait mention du copyright, pour autant je ne sais pas si c'est un document totalement libre d'accès. 2 pages donc pour décrire 15 phases dans les 5 étapes du DMake. La présentation est tabulaire, c'est un tableau de 5 colonnes surmonté d'un titre, qui est redondant avec celui dans l'illustration du haut de page, illustration qui occupe un bon tiers de la hauteur. La présentation est identique sur les 2 pages. La première page présente les 5 étapes du DMake avec pour chacune d'elles une question qui résume l'étape. Sous chaque étape, on trouve 3 phases ou des sous-étapes, ce qui nous fait les 15 annoncés. Au bas du tableau, on trouve un tollgate pour chaque étape du DMake. Tollgate se traduit littéralement par barrière de péage, et je présume que les auteurs ont voulu signifier qu'il faut absolument avoir rempli les 3 phases de l'étape avant de pouvoir passer la barrière, entre guillemets, et progresser vers l'étape suivante. La seconde page reprend la même présentation avec sous chaque phase un ou plusieurs outils suggérés pour réaliser la phase. Les 2 pages forment à mon sens un recto verso et on pourrait imaginer les imprimer en réduction et les plastifier pour avoir une carte pense-bête que l'on peut garder avec soi à l'ancienne. Je vais passer les 15 phases en revue en les commentant. Dans un deuxième temps, je commenterai les outils proposés pour chaque phase et étape. Pour la première étape Define, le document pose la question « What problems are you trying to solve ?» Autrement dit, quels sont ou quel est le problème à résoudre. Pour bien le cerner, le qualifier, le définir, la première phase recommande de comprendre les exigences du business et des clients. Je dirais qu'il s'agit de contextualiser le problème, notamment si celui-ci touche un client ou un groupe de clients, un segment de clientèle particulier qui peut avoir des exigences particulières. Le point intéressant ici est que l'on met immédiatement le client au centre de nos préoccupations, on se pose la question de ce qu'il attend, de ce qu'il exige, de ce qui est important pour lui et ce que le problème implique pour le client. Il s'agit implicitement du client payeur, mais on pourrait le remplacer par le client interne, un bénéficiaire, un patient, etc. en fonction du contexte. La seconde phase demande de compléter la charte projet. Certaines entreprises structurent et formalisent leur approche de résolution de problèmes au travers de formats particuliers. On peut utiliser un rapport A3 si l'on n'est pas contraint d'utiliser un format spécifique.
Au-delà du support que l'on utilise, l'important est de procéder méthodiquement et de documenter l'état initial. Troisième phase, établir une cartographie macroscopique de l'état actuel. Nous verrons tout à l'heure que les auteurs recommandent d'établir un CIPOC, mais on peut dessiner les étapes du processus, faire un croquis des lieux pour expliquer les circonstances, etc. L'important à ce stade est de comprendre les tenants et aboutissants, notamment pour embarquer ou pour communiquer envers des individus peu familiers du processus. Lorsque les 3 premières phases sont complètes, on peut passer la barrière de péage entre guillemets ou le toll gate tel qu'il est décrit dans le document et avancer vers l'étape mesure. La question chapeau est quelle est l'étendue du problème? C'est une manière extrêmement synthétique d'initier l'apport d'éléments rationnels et si possible quantitatifs pour prouver l'existence du problème, son intensité et préparer l'étape suivante de l'analyse des éléments. Mais la formulation fait le job, surtout en matière de concision. Phase 4, il faut identifier ce qu'il faut mesurer. Il s'agit d'identifier là ou les grandeurs qui montrent l'étendue du problème. Idéalement, il faudrait une relation de cause à effet direct pour une bonne mesure, ou au moins une corrélation forte. Par exemple, la dérive de température de cuisson et le taux de rebut qualité qui en résulte. Phase 5, Plan and Collect Data. Je retranscris avec mes mots, il s'agit de préciser quel type de mesure ou de relevé mettre en place, l'étendue temporelle et spatiale de la récolte de données, les moyens à utiliser pour les mesures, la durée, la fréquence, par qui, etc. Notez qu'il peut aussi s'agir d'extraire les données existantes d'un système d'information. Puis on récolte ou on extrait. La phase 6 détermine Baseline Performance. On fixe la référence avant l'application de toute solution pour en vérifier l'efficacité ou tout simplement l'influence. Si au moment de l'établissement du DMake, le taux de défocalité est de 40%, ces 40% constituent la baseline ou la référence. Une fois la récolte de données faite ou suffisante, on passe à l'étape d'analyse pour laquelle le document pose la question « Pourquoi ce problème se produit-il ?» La phase 7 indique qu'il nous faut identifier les écarts. C'est la définition même d'un problème, un écart par rapport à une situation souhaitée. La phase 8 déclenche l'identification des causes racines et la phase 9 demande de les valider. La question qui est pertinente, qui ouvre cette étape, est quelle solution proposez-vous et pourquoi? La phase 10 concentre la génération des idées ou pistes de solutions, leur évaluation en termes de pertinence. Ici, le document mentionne la priorité, ce qui n'est pas assez spécifique à mon sens, du moins en français, et la sélection des solutions retenues. La phase 11 est celle de la mise à l'épreuve de ces solutions. Le document suggère de mener des pilotes, ce qui est assez juste. La phase 12 vérifie l'effet ou l'impact des solutions testées. Je présume que la validation de la ou des solutions retenues s'effectue dans la foulée, c'est du moins ce que je préconise. Control, cette dernière étape doit assurer la pérennité de la solution et l'éradication ou tout du moins la mise sous contrôle du problème. La phase 13 consiste à officialiser la solution ou les solutions validées. La phase 14 appelle à mutualiser le retour d'expérience, à répliquer partout où cette solution est pertinente, y compris à titre préventif. La phase 15 est la clôture formelle du cycle DMake avec une reconnaissance ou une célébration du succès. Passons aux outils suggérés pour chaque phase. Sur la seconde page du document, on trouve les outils et méthodes qui sont suggérés pour chacune des phases. Une remarque préliminaire, les outils suggérés dénotent les préférences et les connaissances de l'auteur. Ce que je veux dire par là, c'est que si je devais remplir les cases avec une sélection d'outils, ma sélection pourrait être légèrement différente de celle qui est présentée dans le document, soit du fait de mes préférences personnelles, de mon expérience ou de mon aisance avec ces outils, parce que j'ai connaissance d'outils que l'auteur de ce document n'a pas. Ou à l'inverse, je ne proposerai pas certains outils que d'autres auteurs proposeraient, simplement parce que je ne les connais pas.
Pour la première phase, l'outil proposé, c'est Voice of the Customer. C'est un peu vague parce que cela peut signifier une analyse purement interne, des enquêtes de satisfaction ou des choses plus construites comme par exemple des enquêtes sur le modèle Kano. Pour un problème ou un sujet touchant un client particulier, un segment de clientèle, un segment de marché, voire le portefeuille global de l'entreprise, on peut également s'inspirer des contrats qui ont été passés avec les clients, des conventions logistiques, des exigences qui y sont listées, etc., qui seront des documents beaucoup plus spécifiques. Cela peut également être une réclamation formelle qui a été émise par un client et qui liste un certain nombre de faits, de récriminations, peut-être des rappels à des exigences qui n'ont pas été tenues. Et finalement, on peut entrer en contact avec les clients et remettre le problème que l'on essaye de résoudre en perspective, bien comprendre en quoi et avec quelle intensité il affecte les opérations de notre client et prendre un engagement de minimiser, voire d'éradiquer les effets indésirables pour lui. Pour la phase 2, c'est le Project Charter qui est proposé. Le terme Project Charter, c'est tout le formalisme qu'une entreprise peut retenir pour structurer son approche des problèmes. Ici, l'expression Project Charter est à prendre au sens large. Et si je devais proposer un outil plus spécifique, je proposerais bien un rapport A3. Pour la phase 3, où l'on évoque une cartographie, c'est le CIPOC qui est mis en avant. C'est une bonne suggestion, et on pourrait s'attendre à voir figurer Value Stream Mapping, VSM, mais je suis plutôt content de voir autre chose que la sempiternelle VSM qui ne répond pas forcément aux besoins. Je mettrai bien ici une analyse ENEPA, croisée ou non avec un QQ au QCP, deux outils qui ne sont absolument pas mentionnés dans le document. Dans la phase 4, on nous propose pour l'identification de ce qu'il faut mesurer des process maps, ce qui me laisse un peu perplexe parce que je ne vois pas directement ce que l'on met là derrière, suivi des 8 gaspillages, et là je suis plus que perplexe puisque face à un problème donné, on ne va pas ouvrir une chasse au gaspillage, on cherche à être spécifique et pouvoir résoudre notre problème. Ma suggestion personnelle est de trouver des indicateurs permettant de mesurer les effets d'une variation contrôlée, celle que nous allons créer dans l'expérimentation. Et comme je l'ai déjà mentionné précédemment, l'idéal est de trouver une relation de cause à effet directe. Pour la phase 5, le document liste une série de 8 méthodes ou moyens de manière un peu brouillon, peu pédagogique, mais qui peut servir de checklist ou d'inspiration. Dans la phase 6, c'est un peu plus spécifique et je retiens le dernier qui est Capability Process, que l'on tend à oublier mais qui en l'occurrence rend bien service. Pour la phase 7, la première proposition consiste à faire une revue de la cartographie du processus. Je ne suis pas sûr de ce que l'auteur ou les auteurs ont mis derrière cette expression. Est-ce qu'il s'agit de vérifier si le processus actuel correspond bien à ce qu'on attend, s'il est conforme aux standards? Je ne sais pas. La seconde proposition est un brainstorming, qui est une technique créative. Elle peut effectivement être utile lorsque l'on essaye de réfléchir à des causes en sortant du cadre. Mais méfiance avec les techniques créatives, on peut très vite s'embarquer dans des hors-sujets et perdre le fil. On s'attend davantage à une démarche analytique, et donc si l'on fait ce pas de côté dans une démarche créative, il faut savoir en revenir après, avec la technique de l'entonnoir, vers de l'analytique et refocaliser sur le sujet. Le diagramme en arête de poisson est un classique, tout comme l'analyse des 5 pourquoi. Il peut y avoir de nombreux autres outils d'analyse qui peuvent être utilisés dans cette phase. La phase 8 est celle de l'identification des causes racines. On nous propose la matrice contrôle-impact, qui est une matrice qui croise l'intensité de l'impact du problème et le degré de maîtrise que nous avons sur les causes ou leurs prédictions. Là, je suis plutôt pas d'accord dans la mesure où une telle matrice permet de graduer le risque. Or, si nous voulons identifier les causes racines, il ne s'agit pas de les classer en termes d'importance, mais de bel et bien les identifier dans un premier temps. Par définition, une cause racine critique, si elle est éliminée, devrait éradiquer le problème ou tout du moins faire tomber tout un pan de conséquences dont elle est l'origine. Pour cette phase, ma proposition est d'utiliser une analyse causale, si c'est pertinent, des outils d'analyse logique. Éventuellement les 5 pourquoi ou un diagramme cause-effet si le problème est suffisamment simple.
Dans la phase 9, je le rappelle, il faut confirmer nos hypothèses quant aux causes racines, que ce sont bien elles qui sont à l'origine de nos ennuis. Le document propose à nouveau toute une liste d'outils statistiques qui n'est pas exhaustive mais néanmoins pertinente. Avec la phase 10, nous entrons dans l'étape Improve du DMake. Puisque les causes racines sont identifiées, on peut effectivement faire un exercice de créativité pour produire des idées de solutions. Il y a 3 outils mentionnés. Le deuxième est une variation du brainstorming et on pourrait rajouter bien d'autres techniques créatives. Celles à retenir sont celles que les animateurs maîtrisent ou qui sont déjà familières dans l'entreprise. Phase 11 est la mise à l'épreuve des solutions. On nous dit réaliser un pilote et ce qui est intéressant, c'est de l'assortir d'une analyse de risque, car il est vrai que selon les activités et les processus sur lesquels on va intervenir, il peut s'avérer indispensable ou fortement recommandé de faire une analyse de risque préalable. Dans la phase 12, la suggestion est de refaire un calcul de capacité du process. Il faut l'accompagner d'une argumentation étayée et faire la démonstration par tout moyen pertinent de la validité de la solution. Pour la phase 13, qui vise la pérennité et le contrôle sur la durée de l'efficacité de la solution, ce sont des suivis, des relevés, des mesures et des analyses sur le long terme. Personnellement, je rajouterai l'approche Business Operating System et chaque fois que possible de câbler dans le dur à même le processus des détrompeurs, les fameux pokayoke, c'est-à-dire tout moyen qui empêche de manière physique ou logicielle de mal faire, de prévenir les erreurs. En phase 14, la proposition c'est de la communication. C'est un peu court. On va supposer que derrière ce mot unique se cache tout un processus de partage, d'évangélisation, d'incentive, mais aussi de documentation pour conserver traces et résultats de cette expérimentation, ainsi que la révision des modes opératoires, instructions et procédures, le cas échéant. Finalement, en phase 15, on clôture formellement par la célébration du succès. En fonction de la culture de l'entreprise, c'est quelque chose que l'on peut envisager. Je vois cette suggestion comme un emprunt à l'approche 8D, dont la dernière étape est précisément de célébrer le succès et de remercier l'équipe. Mon avis sur le document: j'aime bien le caractère synthétique et assez pragmatique des formulations, le format fiche pense-bête, d'autant qu'il me rappelle des fiches similaires que j'ai pu créer moi-même. C'est une bonne aide pour se rafraîchir la mémoire ou pour servir de checklist pour des débutants ou des personnes qui ne font pas des DMake ou de la résolution de problèmes de manière régulière. La limite de ce genre de document est qu'il s'adresse à celles et ceux qui connaissent déjà DMake et les outils mentionnés. On ne peut pas espérer développer une connaissance rien qu'avec ce document. La présentation peut suggérer que toutes les phases sont de même importance, ce qu'elles ne sont pas. Elles ne requièrent pas non plus le même temps et la même énergie pour en réaliser le contenu. Mais ceci, les personnes initiées au DMake et plus encore à la résolution de problèmes le savent bien. La phase 5, par exemple, par laquelle on prépare les relevés et mesures, mérite beaucoup d'attention car de la qualité et de la pertinence des mesures découle tout le reste. De même, la phase 8 qui identifie les causes racines est certainement la plus cruciale et celle à laquelle il faut également porter beaucoup d'attention. Si l'on mesure l'intérêt du document à la longueur de cette séquence vidéo, de cet épisode vidéo et de tout ce que j'ai pu en dire, l'intérêt est certain. Il nous a permis de revisiter en une même passe le processus DMake, d'évoquer les différentes étapes qui sont celles d'une démarche de résolution de problèmes et de revoir et commenter un certain nombre d'outils. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant cet épisode. Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes publications. Je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.